Allez, Erwan. Il est chaud. Cours, papy, cours. Allez, grand. Allez, elle est belle. Allez, belle, il putain. fait un bon passage. Tu me disais en off que t'étais déjà une meilleure shooteuse que Arthur, Erwan ou Thomas. Oui, facile. Franchement, je pensais pas qu'elle serait aussi hautaine, donc on va devoir remettre les pendules à leur poupie. Je suis trop fatiguée. Un peu de pression, mais comme dirait Charles Barkley, la pression c'est dans les pneus, donc... Aïe, 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 aïe. Du milieu de terrain, elle va mettre. On fait évidemment un petit point Best Shooter Live. On a reçu beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos plus ou moins réussies. N'hésitez pas à nous envoyer vos meilleures actions, bien sûr. Votre meilleur score. Si quelqu'un fait 15 sur 15, tant mieux pour lui, vraiment. Qui est le meilleur shooter de France. La vidéo est disponible, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas au courant, on va, dans 6 mois, mettre en place une finale en public, où d'ailleurs tout le monde pourra venir assister à tout ça, pour savoir qui est le meilleur shooter de France. Il y aura des pros, il y aura des consultants, il y aura des créateurs de contenu, il y aura plein de trucs. On va essayer de faire une belle fête d'ici cet été. Et bien sûr, d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, mais quand vous le savez, Best Shooter Live est toujours lié à notre boisson préférée. Bien sûr, au lit. Si vous faites du sport, hop, un petit sachet de réhydratation, c'est ce qu'on fait toujours après qu'on ait joué à la House Factory ou qu'on ait fait le parcours de Best Shooter Live. Donc on vous invite, comme nous, à rejoindre la communauté au lit. On vous met même un petit pourcentage, là, si vous voulez 10% sur toutes les commandes, avec le code FIRSTTEAM, comme d'hab. C'est l'une des questions qu'on aime bien se poser, Erwan. C'est limite philosophique, j'ai envie de te dire. Qui sont nos modèles ? Qui sont les joueurs pour lesquels on a commencé à jouer au basket, ceux qui nous ont fait kiffer ? Peut-être pas dans un premier temps, dans un deuxième temps. Évidemment, on a pris de l'âge et notre rapport aux joueurs et au basket a un petit peu changé. Maintenant qu'en plus c'est notre métier, mais on a quand même été des gamins et nous sommes toujours des grands enfants. Et nous avons rêvé grâce à plusieurs mecs. Évidemment, je pense que on va commencer et on va balayer assez rapidement Kobe Bryant parce que pour toi et moi, il fait partie de nos vrais modèles. Vous le savez tous, on en a déjà beaucoup parlé. Oui, Kobe, mais moi Kobe, ça arrive dans un second temps déjà. Ouais. Moi, je me suis mis au basket déjà, je joue. Donc moi, les premiers posters, c'est Michael Jordan. Hein. Oui, moi aussi, je dis ça. Voilà, mes premiers magazines, c'est Michael Jordan, c'est les premières cassettes. C'est les premiers matchs, c'est le mec qui domine, qui dunk sur tout le monde, qui est trop fort, qui gagne. Bon, c'est Michael Jordan. Oui, donc c'est vrai, en fait, le premier mec. Alors après, on va découvrir d'autres choses, on va commencer à jouer, à voir qu'on peut pas tout faire comme Michael Jordan. Même pas grand-chose comme Michael Jordan. Mais puis Michael Jordan, finalement, il y a le joueur, mais on connaît très peu, surtout à l'époque, les choses autour de sa vie. Kobe, il va y avoir déjà un peu plus le truc. Il sort avec Brandy. Moi, j'ai 16 ans ou 15 à ce moment-là. Tu vois, Brandy, c'est la chanteuse qu'on kiffe aussi. Donc, on commence à avoir des affinités avec des joueurs qu'on kiffe sur le style, mais aussi sur le lifestyle. Et puis après, on va découvrir des joueurs qui se rapprochent plus de nos postes. Tout à fait, mais je te rejoins sur Michael Jordan, parce que mine de rien, je crois que je suis la dernière génération à avoir commencé le basket et que Michael Jordan jouait encore. Alors évidemment, moi je l'ai pas connu en tant que basketteur chez les Bulls, hein. Il était chez les Wizards. Même bien oublié cette période, mais bon, il y a quand même 2 ans chez les Wizards et c'est vrai difficile de pas s'identifier, en tout cas en tant que jeune basketteur, à Michael Jordan du temps où il jouait. Après évidemment Kobe. Alors si on se projette un petit peu maintenant, on joue au basket, tu commences à déterminer tes postes et tout. Est-ce que il y a des mecs que tu as regardés pour essayer de t'inspirer de certains moves, certains comportements, j'en sais rien. Alors moi, quand j'ai commencé à dunker, que j'avais un peu de sauce, c'est pas un truc de basket de match, mais je voulais dunker comme Latrell Sprewell. Tu sais, j'avais ce poster où il dunkait Latrell Sprewell, souvent à l'époque Warriors, quand il avait le crâne chauve. Après, il aura les tresses du côté des Knicks et des Timberwolves, mais il dunkait comme ça, tu sais, les 2 mains derrière la tête et les pieds aussi, les genoux pliés. T'es un gymnaste. Il dunkait comme ça, pam. Et ça me faisait rêver. Je me dis, waouh, j'aimerais trop. Bon, j'ai jamais vraiment réussi, hein, mais c'est un des premiers trucs, un des premiers mimétismes, à part après les fadeaways évidemment, mais ça c'est normal. Mais c'est vraiment le truc d'un joueur précis de mimétisme que j'ai essayé de faire. Je m'entraînais au début sur les paniers à 2,70, tu sais. Ouais, bien sûr. Parce que c'est mine de rien, c'est... En fait, il y a l'effort physique de pouvoir le faire, même sur un petit panier. Hein. Tout le monde n'est pas capable. Mais pour ceux qui ont joué au basket, même quand le panier est un peu plus bas, essayez de te passer un moulin. J'ai jamais réussi. Il faut avoir une vitesse de bras, en fait. Faut pouvoir attraper la balle. Et c'est que un moulin. Hein. Moi, même dans les moments où j'étais les plus fit, où je dunkais, t'arrives, t'es même pas échauffé, tu dunks et tout. Et t'as connu ça à l'époque comme à la coiffe où j'avais perdu 12 kilos d'un coup. Mec, je dunkais, il faisait moins 10, on arrivait à l'échauffement, allez où je dunkais à 2 mains tranquille. Je peux te garantir, j'ai jamais passé un moulin de ma vie et j'en étais très loin. Mec, moi, les vitesses de bras. Ouais. Mais son alors, un rider, c'est encore mieux. Rider, moi, tout ça, kata, jamais. Même à 2,70, j'y arrive pas, quoi. Ouais, écoute, je te propose d'accueillir notre premier auditeur pour savoir. Je suis curieux en plus d'avoir vos petits parcours basket. On va voir comment vous êtes construit. Salut, cher Théo, qui nous appelle.
Ah oui, allô. Ça va? Salut Théo. Bonsoir, comment vous allez les gars? Ça va, impeccable. Alors vas-y, lance-toi tout de suite, dis-nous un peu déjà quel âge as-tu, est-ce que tu as joué au basket en club, etc. Et puis du coup, quels sont tes modèles? Alors, bah déjà, moi j'ai 28 ans. J'ai 28 ans et je joue au basket, ça fait 14 ans que j'ai une licence de basket. Donc ça fait un bon petit moment, déjà la moitié de ma vie. Et je suis la NBA depuis un peu plus que ça, on va dire 16 ans, un truc comme ça, 16 ans. Donc on va dire que mes premiers gars en tout cas le premier match que j'ai visionné de toute ma vie, enfin pas visionné mais en entier, c'était dans un family cookout en mode avec la famille et tout ça, et on regardait c'était New York Boston, c'était en décembre et Stoudemire il avait mis un buzzer beater mais qui avait pas compté à 3 points que ça, donc malheureusement ce jour-là je suis devenu un fan des Knicks. Aïe, aïe. Malheureusement, je savais pas dans quoi je tombais en fait. L'histoire, La malédiction, quoi. La relation toxique. Ouais, voilà, je suis tombé sur la mauvaise équipe, malheureusement, sur la loterie. Et du coup, après, moi, je suis un gars de la génération LeBron, Carmelo Anthony, tout ça. Hein. Donc, moi, franchement, le Melo, c'était mon exemple. Parce que du coup, en tant que joueur, j'aimais trop le jab step, shooter sur des têtes, tout ça. Et après, LeBron, j'aimais parce que, après, j'ai jamais su dunker, mais au niveau physique et au niveau exemplarité du gars, j'ai beaucoup aimé au début de mes visionnages de basket. C'est intéressant ce que tu dis. Alors évidemment, pour Kobe, ça marche, pour LeBron aussi, mais est-ce que l'état d'esprit de certains joueurs NBA, tu t'en es déjà inspiré? Non, alors. En fait. Ah, pardon. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Attends, ton copain. Ah oui. En fait, au début, on va dire que LeBron, parce que là maintenant j'ai 28 ans, au début quand j'étais petit, je kiffais son sportsmanship. En fait, le fait qu'il soit le gars, il est exemplaire, il prend jamais une technique et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, parce qu'en plus quand j'étais petit, j'aimais pas trop Kobe, j'aimais pas trop la mentalité, Mamba mentality, tout ça, être dur avec ses coéquipiers et tout, je trouvais que ça se faisait pas trop. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, en fait, je me rends compte que LeBron, il a un peu rendu la NBA soft en fait. Pourtant, je suis le premier fan de lui, mais même le sport américain en général. Il a rendu toute la chose soft et du coup, je l'aime un peu moins, on va dire. Maintenant, je suis plus team Kobe que team LeBron maintenant avec l'âge. Bon, comme on est entre nous, on dit pas LeBron, hein. Faut pas dire LeBron, les frérots. Tu me dis LeBron. Alors, je dis LeBron. Ouais, LeBron, je sais, c'est des formations professionnelles. Il faut absolument que tu gommes ça. Comme au Real de Madrid, on se dit pas ça non plus. On est entre nous, on peut se dire les choses quand même. Cher Théo. Alors, Erwan, réponds à la question. Est-ce que tu t'es inspiré comme ça sur un état d'esprit? Ouais, sur un état d'esprit, sur regarder des matchs pour se motiver. Après, nous, on était dans une génération où on était quand même un peu discipliné avec les coachs. On faisait quand même ce que les coachs nous disaient. Trop donc, même, oui, trop, hein. peut-être un peu. Non, mais un peu trop. Non, mais complètement, un peu trop, mais on était des joueurs de coach. On faisait ce qu'on nous disait. Quand tu jouais flex, là tu ouvres, là tu flashes, nanana. Si tu sentais une fin de main, si on te dit de faire main à main et que tu sens un truc, tu fais fin de main à main. Non, je t'ai pas dit de faire main. Bon, on était quand même des mecs très disciplinés par rapport à des coachs qui eux, l'étaient presque trop et qui pouvaient nous brider. Donc quand t'arrivais... J'imagine qu'en plus, toi, Erwan, qui était un big, tu pouvais pas shooter à 3 points, par exemple, j'imagine. C'était limite prohibé, quoi. En centre de formation, ça me cassait les couilles en cadet. Quand j'ai commencé un peu à travailler mon tir à 3 points, à mettre quelques-uns, évidemment, on avait un système sur un truc où je sortais à mi-distance. Je dis, fais-moi sortir un mètre plus tard, un peu plus loin, comme ça je peux envoyer. Ah non, vas-y, je fais, mais pourquoi faire bref, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Mais, et quand tu regardes Melo, parce que moi, quand je découvre Melo à Syracuse, qui fait, alors je suis plus en centre de formation, mais je joue en N3 et tout, moi j'ai trop envie d'avoir des ISO. Le problème, c'est que tout le monde peut pas avoir d'ISO, tout le monde peut pas faire du Melo. Donc, en fait, il y a toujours ce truc un peu pas simple de dire, oui, alors par contre, quand on va tous jouer dehors, là, on a tous envie de se faire des kiffs. D'ailleurs, c'était vraiment le kiff quand on est joué avec ses potes dehors. Mais quand t'es en club, si tout le monde veut faire du mélo, c'est très compliqué. Par contre, dans le modèle français. Par contre, j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, des plus jeunes, qui veulent tous faire du Steph Curry, il y a des coachs qui sont en train de devenir complètement fous. Parce que tout le monde veut faire des step back à 3 points, tout le monde veut faire ci, mais ils oublient que Steph Curry fait des step back, que Klay Thompson il sort des écrans, mais qu'il y a des mecs qui font des passes, qui défendent, qui mettent des écrans, qui sont dans les timings de passe. Donc c'est toujours le compromis pas simple entre ce que tu as envie d'être et ce que tu es, mais ça marche d'ailleurs dans la vie. Et puis après, tu grandis, si tu veux en plus faire carrière, quand tu arrives à 17, 18, 20 ans, tu te dis, bon, c'est quoi mes vraies qualités ?
Parce qu'au bout d'un moment, faire de l'ISO à la mélo, au bout d'un moment, moi j'aurais pu le faire, mais moi j'aurais pu le faire, hein, mais en D4, en D2, en départemental 2, en Vendée, ouais, j'aurais pu faire du mélo. Je connais pas beaucoup de joueurs qui ont des ISO. Voilà. Par contre, en National 2, j'aurais pas pu faire ça. Donc voilà, donc après, c'est aussi quelles sont tes qualités, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir jouer au plus haut niveau. Moi, je trouve que la NBA, tu vois, enfin, la NBA en tout cas, là, actuelle, elle influence beaucoup les jeux, même actuels, même des jeux, des gens actuels, même, tu vois, je parle en club à tout petit niveau. Maintenant, ça shoot beaucoup plus et les gens, ils ont plus la mentalité de se dire, ils ont plus de liberté, on va dire. Tu vois, même dans la mentalité de Victor Wembanyama, c'est un gars, c'est un 5 qui fait 2m26 et pourtant il se permet de dribbler entre les jambes. Tu vois qu'il a la mentalité de se dire je suis open-minded à tout son game et tout ça. Et je trouve que ça se ressent à petit niveau. Tu vois, même tu vois, moi qui fais du basket depuis 14 ans, j'ai commencé. Moi aussi, j'avais des coachs qui me cassaient la tête par rapport à. Enfin, tu vois, il fallait suivre les règles et puis point barre, tu vois. Maintenant, je trouve que ça a changé. Et du coup, au niveau de la confiance, ça élève ton jeu, tu vois. Ouais, je pense que avant, tu te mettais dans un rôle. Moi, j'entends ce que tu dis, mais moi, alors en centre de formation, et je salue, je l'embrasse, Paco Lolé, que j'ai eu 2 ans en KD France en centre de formation, et que j'ai eu 1 an à Bayonne en National 1. Alors oui, des fois, moi, les systèmes, ça me cassait les couilles, le flex, le truc, fallait pas sortir du système. Mais il m'a appris à jouer et à comprendre le jeu aussi. Parce qu'aujourd'hui, on voit plein de gamins qui arrivent et qui veulent faire des step back, qui veulent faire des ci, des ça, nana, et qui comprennent rien qui comprennent rien au jeu sans ballon, qui comprennent rien à un système mis en place. Et ça, c'est très très problématique. Et ça se voit à des niveaux pro, hein. Ça se voit jusqu'à des niveaux pro. Donc ouais, le gamin il va vite, il s'est shooté, mais il comprend rien au jeu. Il a pas, il sent pas. Attends, disons-le, il y a toutes les générations, tous les centres de formation, il y a des mecs qui ont un meilleur QI basket. Même en NBA, il y a des mecs qui ont. Alors c'est des joueurs NBA. Donc en fait, ça c'est une réalité de tout instant. On a plein de souvenirs de mecs avec qui on a joué, qu'on a affronté. Tu vois bien que parfois t'es plus doué pour comprendre le jeu. Voilà. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que ce qui a évolué par rapport à notre génération, c'est quoi ? C'est que les mecs aujourd'hui font beaucoup de travail individuel, mais personne fait un travail pour comprendre le jeu. Alors, c'est ce que dit Kevin Durant. Kevin Durant, il dit bien sûr, c'est important d'essayer de progresser individuellement, d'avoir son coach et tout, mais il y a rien de mieux que faire du 2-2, du 3-3, du 5-5, et c'est comme ça qu'on progresse. Bon, merci de nous avoir appelé. En plus, tu vois, excuse-moi, je voulais dire par rapport à lui, en plus, tu vois comment il pète un plomb sur Amen Thompson parce qu'ils sont sur une attaque de zone sur leur dernier match et il perd la balle parce qu'Amen Thompson il se dépasse mal sur la zone et du coup il se fait prendre la balle par derrière. Je sais plus, c'est Alvarado qui fait l'interception sur lui et c'est ça en fait, les gars actuellement ils savent pas attaquer une zone. Tu vois, Amen Thompson il sait pas attaquer une zone, le mec, c'est impressionnant. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci de nous avoir appelé, cher Théo. Oui, c'est ça. C'était passionnant. Merci à toi, Théo, de nous avoir appelé. Toujours un plaisir, les gars. T'es bon. On enchaîne tout de suite avec Mathias parce qu'on voulait prendre des gens qui n'ont pas le même âge. Donc Théo avait 28 ans. On va accueillir Mathias qui est un petit peu plus vieux, me dit-on. Ça veut dire quoi, un petit peu plus vieux, Mathias ? Oui, allô. Salut Mathias. Ça va, les gars ? Quel âge as-tu ? Présentez-vous. 45 ans. Ah, alors on s'est pas croisé, Mathias, c'est ma génération, ça. Non, on s'est pas croisé. Moi, je suis vraiment plus un suiveur et un kiffeur du basket. Plus qu'un pratiquant. Bon alors, dis-nous quand ta passion du basket a commencé et quels étaient tes modèles ? Elle a clairement démarré. Moi, le premier souvenir marquant que j'ai, ce sont les finales Bulls contre les Blazers en 92. Et puis c'est le premier souvenir marquant, c'est voir cette domination de Jordan. C'est évidemment pas très original, hein. Il y en a beaucoup qui vont citer Jordan ce soir, mais voilà, cette impression, et puis en plus le fait de le voir à 12 ans, je trouve que quand on voit ce type de joueur-là gamin, ce sont des images qui te marquent, de domination incroyable et qui m'ont poussé derrière à continuer à suivre la carrière de Jordan de près, et puis voilà. Mais après, il y a aussi un autre joueur qui m'a énormément marqué par la domination qu'il a tout de suite montré, et puis le kiff même qu'il dégageait, et l'impression de parfaitement comprendre le star system de la NBA. C'est la première année rookie du Shaq que j'ai trouvé absolument fantastique et qui dégageait une énergie qui m'a donné envie de suivre également. Donc avec ces deux joueurs-là, j'ai clairement été mordu depuis tout ce temps-là. C'est intéressant d'avoir ce truc-là. C'est vrai que vous savez qu'on a identifié 3 grandes phases
du basket en France. Il y a évidemment la Dream Team 92, toute cette époque-là, Michael Jordan, etc. Après, il y a celle de Tony Parker, qui est une énorme vague. Alors là, c'est plus ma génération, on va dire, à partir de 2001. Et puis, il y a la dernière génération, ceux des 2010, là. Donc, Steph, LeBron, toute cette génération, en plus de l'âge de Tom et Jeremy, par exemple, ou Diamond, où, en fait, ils n'ont pas les mêmes références que nous. Donc, c'est intéressant d'avoir ton avis de passionné de basket. Mais ce qui est marrant dans ce que tu nous racontes, c'est qu'il y a deux trucs qui font qu'on a envie de ressembler à un joueur. C'est la domination, et c'est mieux. Et c'est le kiff. Ouais. Et ça, c'est très subjectif. Et le kiff, c'est très subjectif. Moi, je me souviens que quand on découvre Jason Williams, White Chocolate, avec Sacramento, tout le monde veut être Jason Williams. Et pourtant, les Kings, ils vont trader Jason Williams pour aller chercher Mike Bibby, qui était moins flashy, mais qui était un bien meilleur joueur que Jason Williams. Et on sait que ça aurait pu les amener loin. En tout cas, ils ont fait... Et là, en plus, cette époque-là, tu parles d'un truc, donc après, il y a une douane mixtape, il y a toute cette vibe streetball un peu. Exactement. Et ça, c'est important de le citer parce qu'il y a un moment donné, il y a le cross qui arrive, les passes. Et Jason Williams en NBA, qui était un bon joueur. Un bon petit joueur. Rien de rare, loin d'être All-Star. Mais lui, à un moment donné, il marque aussi les esprits. Beaucoup de gens veulent lui ressembler parce qu'il y a du kiff et du spectacle. Donc, c'est gagner, dominer. Jordan, Kobe, Shaq. Mais Shaq, il y allait aussi, il y allait avec le sourire. Et puis, tu avais les joueurs kiff comme Jason Williams. Sachant que le meilleur des joueurs kiff, c'est Allen Iverson, qui représente pour toute notre génération le kiff ultime de domination, de flow, de anticonformiste, etc. Donc, Iverson, je pense, depuis tout à l'heure, je lis des messages, est très souvent cité parmi les gens qui ont donné envie à tout le monde de jouer au basket. Et c'est bien normal. Qu'est-ce que tu veux ajouter à tout ça, cher ami ? Ouais, je suis d'accord avec vous. Les noms que vous avez cités, Jason Williams, c'est clairement un kiff. Et puis en plus, on va pas se mentir, il avait probablement un physique plus passe-partout et donc on pouvait plus facilement s'identifier aussi à lui. Mais clairement, avec les réseaux sociaux, je me regarde très régulièrement des petites compiles, des passes de Jason Williams. C'était quand même un sacré délire et il nous a fait sacrément kiffer. Et mine de rien, c'est un des aspects qui fait qu'on reste accroché à ce jeu aussi. Hein. Donc voilà, clairement d'accord avec vous les gars. Tu sais que tout à l'heure, quand on préparait un peu ce moment-là, cette émission, il y a un nom qui est sorti et comme je suis en train de le lire, je suis étonné. C'est Ayman qui dit moi j'ai commencé le basket avec Rajon Rondo. Ça m'a étonné. Et là, je vois en commentaire, encore une fois, là, quelqu'un qui parle de regarde, c'est Sony, il dit vous parlez de kiff, perso, moi c'est Kevin Garnett et surtout Rajon Rondo. Je le trouvais exceptionnel dans sa compréhension du jeu et son sens de la passe. Pick and pop avec KG. Mais c'est fou que Rajon Rondo ait marqué autant de monde. Hein. Parce que moi, je vous le dis, un mec qui peut pas tirer à plus de 4 mètres, c'est pas mon basket. Aussi fort soit-il. Moi, je crois que je fais la liste de tous les joueurs que j'ai kiffé. Donc Jordan, Kobe, Chris Webber. J'aime beaucoup Draymond Green. Donc voilà, mais tous ces mecs-là sont 1000 fois plus adroits que Rajon Rondo. Alors Draymond Green, c'est pas un shooter, certes, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à m'identifier à des joueurs qui peuvent pas mettre un tir à mi-distance. Je comprends jamais ce truc-là. Nous, on a grandi avec tous les arrières scoreurs de Tima, Kobe, Vince Carter, Paul Pierce, etc. Il est hors de question que je sois fan d'un mec qui les gars défendent, comme Ben Simmons, là, ils sont comme ça, c'est des gardiens de but sur une séance de tir au but. Hein. C'est pas mon basketball. Hein. Et pourtant, c'est un ordinateur et Rajon Rondo est évidemment exceptionnel. Et d'ailleurs, ça montre à quel point les gars sont forts. Parce que pour être aussi dominant, aussi impactant, alors tu mets zéro filoche, sans être une menace extérieure, c'est fou. Ça veut dire que le gars était trop fort, quoi, tu vois. Donc c'est quand même, c'est toujours à prendre en ligne de compte. Mais tu vois, tout à l'heure on parlait un petit peu des trucs, on a essayé de s'inspirer. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup essayé de faire, mais que j'ai évidemment jamais fait en match. Tu te souviens de un peu, c'est pour ça que je te parlais de Victor Wembanyama et de son dribble sur Maxime Reynaud là cette semaine. C'est Tracy McGrady. Quand il était sur du post-up, il avait un dribble dans le dos, il se retournait et tirait à mi-distance avec un fadeaway. Chris Paul le fait très bien aussi. Chris Paul aussi le fait. Ça vraiment. Chris Paul, il rajoute. Lui, c'est plus pour aller sur la ligne de fond, tu vois, sur le dribble dans le dos comme ça. Mais T-Max, c'était vraiment tac et il mettait un fadeaway. Et ça, je me disais, mais est-ce que vous imaginez à quel point les mecs sont forts pour tenter ça dans un match officiel ? T'es avec tes potes et l'été et tout, je veux bien, mais là c'est un match officiel, tu as tenté ce truc-là, sachant qu'il est dur à placer celui-là. Donc non, ça c'est quand même des mouvements qu'on aime bien, et on fait quand même partie de la première génération où il y a du step back, avant on n'avait pas. Ah non. On est les premiers, alors j'imagine plutôt ta génération, parce que plutôt ma génération. Ta génération. Ma génération. Ouais, ma génération. C'est pas du tout souvenir. Pas de souvenir de ça doit être ma génération plutôt. Où en fait, nous on s'entraînait vraiment à droite, à gauche. Oui, mais aujourd'hui c'est un vote. Bon, je te parle il y a 20 ans. Hein. 20 ans, Erwan. J'ai commencé le basket il y a 20 ans, putain, ça.
Ça pique. Bon, en tout cas, merci de nous avoir appelé, Mathias. Avec plaisir, les gars. Merci, Mathias. Passez une bonne soirée. Merci. Salut, à ciao, toi. ciao. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis. C'est bien les mecs de 45 piges qui nous appellent un peu. Moi aussi. Je suis très content. Et ben, je pense qu'on va le refaire, ce truc-là. On changera un petit peu l'intitulé, mais on fera passer un maximum de gars, ou de filles d'ailleurs, hein, bien sûr, de tout âge pour Il y a continuer à des filles discuter de ça. parce qui que- peuvent être inspirées par des filles aussi. Bah ouais, ou des garçons qui sont inspirés par les filles. J'aimerais bien, moi, Je pense qu'on que vienne c'est- nous dire ça. Céline Dumerc, elle a dû inspirer pas mal de. Tu m'étonnes. Sur le rôle de meneur de jeu, qui joue juste, qui est clutch, qui met tout le monde en place. Ouais. Et ça va sur le style de joueur, mais tu vois, là, je vois un commentaire sur Dirk Nowitzki. Tu vois à quel point le shoot est mis au rang d'art et de comment dire, de conceptualiser le shoot. Et ça, c'est un truc quand même avec Steph Curry et Dirk Nowitzki, des trucs qui seraient passionnants à mettre en place pour des joueurs même de niveau de merde comme nous. Allez, on s'arrête là-dessus. Les joueurs qui nous ont fait commencer le basket, si vous avez d'autres noms et que vous êtes en replay, vous n'hésitez surtout pas à nous mettre, on vous lira bien sûr comme toujours. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te dire un truc, c'est que tu sais, j'étais là donc à la Leaders Cup ce week-end, Ouais. donc je suis bord terrain, je peux pas être mieux placé entre le com et même quand je fais pas les matchs, je suis courtside parce que c'est pas plein, c'est génial. Et quand je vois les mecs rentrer, s'échauffer, les trucs, les games, lourd. l'intensité, je me dis ah putain, on était vraiment nuls à chier. Hein. En tout cas, c'était pas le niveau des pros. Hein. Ça, le gouffre qu'il y a entre le monde amateur et le monde professionnel, les mecs. C'est la vie. C'est la vie. Bon, voilà. Allez, on s'arrête là-dessus. Et encore une fois, dites-nous quels étaient vos modèles en grandissant. On adore avoir ce genre de feedback.